Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu en direct. Cette fois-ci, j'ai avec moi Jean-Jacques Nantel qui va venir nous parler de finances mondiales. Il y a l'indice Nikkei au Japon qui a fait jaser beaucoup de personnes au début de la semaine. Et j'ai demandé à M. Nantel de venir nous expliquer le phénomène, les causes et conséquences. Et M. Nantel, bonjour. Bonjour, je vous remercie de m'avoir présenté. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, on travaille ensemble, on a travaillé beaucoup à l'Indépendance du Québec, vous et moi. Et moi, ma formation, je suis ingénieur et j'ai fait très nombreuses vidéos qui sont sur YouTube, notamment sur la crise économique qui traîne depuis une vingtaine d'années. Qui a frappé très fort en 2008, mais qui devrait nous frapper également très fort bientôt. Et si les gens veulent voir ma production de vidéos sur YouTube, ils n'ont qu'à taper la crise, L-A majuscule, crise, puis entre parenthèses 1, 2, 3, 4, 5, puis il y a 20 vidéos dans lesquelles je parle de l'accélération de l'histoire, du fait que la crise qui s'en vient va être inévitable, c'est un problème dont on parle aujourd'hui, parce que le titre de la vidéo va être « Nous sommes dans une trappe à dette » et je vais expliquer tout ce que j'ai étudié là, depuis plusieurs années et j'espère que ça va intéresser votre auditoire. Je viens de montrer là, à l'écran votre site là, sur YouTube, donc les gens qui veulent le consulter, vous avez même quelques vidéos en anglais et en espagnol, si je me trompe pas. J'ai pas osé faire l'espagnol parce que. Oh non, ok. Non, c'est que l'anglais, je contrôle bien. Je me débrouille très bien. Moi, je parle français à 98%. Je dois parler anglais à 80%. Puis l'espagnol, non, il y a trop de mots, je ferais des fautes, puis bon, j'aime mieux pas les faire. En tout cas, essentiellement, aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est que le monde entier est dans une trappe à dette. Je vais expliquer ce que c'est une trappe à dette. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les derniers jours, entre le 7 juillet et le 5 août 2024, l'indice Nikkei à la bourse de Tokyo a baissé de 25,5%. 5 août, c'est pas long, il n'y a pas longtemps, on est le 9 aujourd'hui. Et heureusement, les décideurs ont réagi immédiatement, très rapidement, et dès le 6 août, l'indice Nikkei a remonté de 10,68. Mais ça a affecté le CAC 40 en France, ça a affecté le Wall Street aux États-Unis, puis évidemment le Canada également. Alors, essentiellement, le problème auquel on fait face de nos jours, c'est un problème de dette. Et c'est très ancien. Par exemple, savez-vous ce qui a déclenché la Révolution française? La Révolution française, c'est que, bon, c'est sûr que les années avant 1789, il y a eu des mauvaises récoltes, puis ça a mis la population en colère. Mais essentiellement, c'est que le roi de France, Louis XVI, s'est impliqué dans la Révolution américaine. Ils ont gaspillé beaucoup d'argent. Ils sont rentrés dans des dettes tellement importantes que 50% du budget de l'État français passait au paiement de la dette. Alors, c'était plus possible. Vous êtes dans une trappe à dette, vous êtes obligé de continuer d'augmenter, puis passer de 50% après 60, 70, 80%, bien là, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Alors, le roi Louis XVI a été obligé de faire venir les États généraux. Il a fait rassembler les États généraux, c'était l'Église, le roi, les nobles, l'Église et le tiers-État, c'est-à-dire 96% de la population. Tout le monde était invité à venir pour essayer de trouver une solution au problème de la dette pour faire fonctionner l'État français. Puis là, comme Louis XVI était faible, il a laissé les gens commencer à faire des demandes autres que budgétaires. Ils ont dit, pour qu'on te donne de l'argent, tu vas nous donner des droits. Puis là, ça a lancé toute la machine. Et le monde s'est réorienté à cause du problème de la dette en France, qui a lancé la Révolution française et qui a déclenché tout ce qu'on sait là, par rapport à la démocratie et au changement politique. La crise de 1929 était également une crise causée par une dette.
c'est que les gens s'endettaient au maximum, aussi bien pour investir à la bourse que pour de l'immobilier. Alors, les gens se sont retrouvés à un moment donné avec, il y a eu une bulle financière à la bourse de New York, puis ça a éclaté. Et ça s'est fait. La grande différence avec ce qui vient d'arriver avec l'indice Nikkei, c'est que l'indice Nikkei, comme je l'ai dit, du 7 juillet au 5 août, ça a augmenté ça a baissé de 25,5 %. Le Japon est une économie secondaire. La vraie économie dans le monde, c'est les États-Unis, puis depuis quelques années, la Chine. Alors, mais ça, immédiatement, dès le 6 août, ils ont réagi. Or, la crise qui s'est produite à Wall Street en 1929, elle a commencé le 23 octobre 1929 et elle a duré 22 jours. 22 jours où les gouvernements ne savaient pas quoi faire, ils ont été pris au dépourvu. Et les valeurs boursières ont baissé de 50 %. L'indice boursier de Wall Street, qui était la plus grosse économie du monde, a baissé de 50 % et ça a déclenché, bien sûr, comme tout le monde a perdu des fortunes, ça a déclenché la crise des années 30. Alors, ce qu'on vit présentement, puis l'indice Nikkei qui a baissé de 25 % en un jour, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Après la crise des dot-com de l'année 2000, ils ont eu un gros problème avec la dette et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé les taux d'intérêt en 2001. Ils l'ont fait tomber à 1 %, puis même des fois ça a passé dans le négatif. Mais depuis 2001, les taux d'intérêt ont été maintenus à 1 % à peu près, sauf en 2007. Parce que ce qui est arrivé quand vous baissez les taux d'intérêt, l'argent coûte plus rien. C'est facile, vous empruntez de l'argent, vous payez 1 %. Bien, évidemment, vous payez un petit surplus pour la banque, là, mais vous allez payer 3-4 %. Puis là, ben, vous pouvez investir ça à la bourse qui fait du 10 %. Alors, l'argent se précipite à la bourse. Les gens empruntent comme dans les années en 1929. Ils empruntent de l'argent puis ils mettent ça à la bourse, puis la bourse monte. Même chose pour l'immobilier. Les gens se mettent il y a une spirale ascendante. Et quand vous faites un truc comme ça, ben là, vous avez automatiquement le fait que si vous avez les taux à 1 %, vous êtes capable. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis les taux à 1 %, puis quand il est arrivé le 2007, le gouvernement aux États-Unis a décidé de monter les taux d'intérêt. Ils n'ont pas monté les taux d'intérêt à 20 %. Ils ont monté à peu près à 5 %. Puis c'est ça qui a déclenché la crise des subprimes. C'est que tous les gens qui avaient acheté des maisons presque sans mettre d'argent de base, ils sont passés de taux d'intérêt qui étaient 3-4 %, ça a monté à 7-8 %. Alors, les pauvres qui avaient acheté des maisons parce que l'argent ne coûtait rien, ils ont perdu leur maison. Puis là, ben, ça a déclenché la crise des subprimes et c'était directement relié avec ça. Monsieur Nantel, au Québec, en ce moment, il y a plein de propriétaires de maisons qui pourraient vous le dire aussi, hein, des taux d'intérêt il y a 1 an ou 2 qui étaient à 2-3 %, maintenant qui montent à 5-6 %. Il y en a beaucoup là, qui ont des budgets très serrés. Donc, c'est quand même assez facile à comprendre. Et dans le cas du Japon, vous me corrigerez si j'ai tort, mais c'était effectivement ça qui se passait aussi. Les taux d'intérêt au Japon étaient extrêmement bas. Donc, il y a des gens au niveau international qui achetaient du yen pour ensuite aller l'investir ailleurs. Et là, ils ont voulu augmenter les taux d'intérêt ces derniers temps au Japon. Ce qui fait que là, on a voulu remettre ça. Ils ont rebaissé les taux d'intérêt, mais pas beaucoup. C'était suffisant. Le signal était suffisant. En rebaissant les taux d'intérêt, ça s'est calmé tout ça. Mais le point, c'est que ce qui se passe depuis 2001, c'est que l'argent ne coûte rien. Et c'est ça, j'expliquais qu'en 2007-2008, ils ont monté ça à 5 %, donc les gens payaient du 8, du 9, parce qu'il faut que les banques fassent un peu d'argent. Et pour arrêter la crise des subprimes, ils ont rebaissé immédiatement en 2008, ils ont rebaissé à 1 %. Ça s'est maintenu. Puis là, ça a remonté dans les dernières années, là, tranquillement. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas remonter brutalement les taux d'intérêt parce que tout va sauter. Mais on parlait en 2007-2008, c'est ça qui est stupéfiant, c'était des taux d'intérêt de base de 5 % seulement. Alors, c'était pas 20-30 %. Bon. Alors, ce qui arrive avec les gouvernements, c'est que
on est présentement, les gouvernements, pour régler, c'est ce qu'ils viennent de faire avec l'indice Nikkei, c'est qu'ils règlent, ils s'occupent du symptôme. Ils s'occupent du symptôme, pas de la cause. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai écrit les 20 vidéos sur la crise. J'ai arrêté il y a 5 ans parce que j'avais à dire tout ce que j'avais à dire. Et j'ai rien à changer à ce que j'ai dit. La crise qui s'en vient, elle est inévitable parce que c'est un problème de trappe à dette. Une trappe à dette, c'est si un gouvernement a des grosses dettes et qu'il se met il dit qu'on arrête de faire des dettes, puis qu'il se met à dépenser uniquement ses revenus. C'est-à-dire, s'il y a 1 milliard d'argent qui rentre en impôts, vous dépensez seulement 1 milliard. Si vous avez une grosse dette, il n'y a rien à faire parce que c'est les intérêts de la dette qu'il faut payer. C'était le problème de la France en 1789. Alors, c'est une trappe à dette. C'est que juste les intérêts qu'il faut payer sur la dette que vous avez accumulée, ben, ça fait augmenter la dette. Puis quand la dette augmente, ben, à un moment donné, les gens qui investissent, ils demandent des meilleurs taux d'intérêt. Puis là, ben, ça devient de plus en plus important. Alors, pour régler un problème comme celui qu'on a présentement, il faudrait s'attaquer aux causes, puis ne s'attaque qu'aux symptômes. Et ça, c'est extrêmement grave. Le problème, c'est qu'ils ne font pas égalité entre les revenus et les dépenses. Ils continuent de faire des déficits. Et les déficits augmentent. Ce qui fait que la dette augmente de façon exponentielle. Et c'est un problème qui est structurel, qui est dans le système même, qui fait que la dette ne peut pas faire autrement qu'augmenter parce que non seulement ils ne font pas l'égalité entre les revenus et les dépenses, mais il faut qu'ils payent les intérêts sur la dette et en plus, ils font des déficits et des déficits gigantesques. On a eu un cas en passant. Il n'y a pas seulement un problème au niveau de la dette. Quand je dis que c'est structurel, on a un problème au niveau financier, c'est-à-dire la dette qui augmente. Vous avez un problème budgétaire, le fait qu'ils fassent continuellement des déficits. Vous avez vraiment un problème environnemental. Il y a vraiment des problèmes environnementaux dont il faut s'occuper, dire que ça n'existe pas. Tout le monde voit bien que les océans se salissent. Il y a des plages d'îles désertes dans le Pacifique. Toute la plage, j'en ai vu, toutes les plages sont souillées par des bouts de plastique. Ça prendrait des journées à tout nettoyer ça. Puis, si vous le nettoyez, il y en a d'autres qui viennent. Il y a des animaux qui sont pris on voit ça également sur Internet, des animaux qui sont pris dans des filets, dans des baleines. Il y a vraiment des problèmes environnementaux. Ceux qui disent que ça n'existe pas, c'est du rêve. Et vous avez un problème de déficit extérieur, du commerce extérieur, notamment les États-Unis, l'Occident, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup plus que ce qu'on produit. Alors, c'est la Chine, évidemment, qui s'est beaucoup enrichie dans les dernières années, et c'est tout l'ancien tiers-monde qui est en train d'en profiter parce qu'eux vendent plus, ils produisent plus que ce qu'ils consomment. Alors, il y a un déficit là, qui est important, et c'est quelque chose de structurel. Maintenant, les dettes nationales, ce qu'on entend souvent parler, par exemple aux États-Unis, les États-Unis, ils ont une dette, on parle de dette fédérale, de 35 000 milliards de dollars, 35 trillions de dollars. C'est des chiffres aberrants, c'est 12 zéros. En fait, c'est plus que 12 zéros, c'est 35, c'est 13 zéros. Bon. Alors, c'est des dettes gigantesques. Et ça, c'est seulement la dette fédérale américaine, 37 trillions. Vous avez également, par exemple, la dette nationale de la France. On parle nationale au niveau de la France et non pas au niveau des villes, au niveau de quoi que ce soit. La dette de la France est de 3,4 trillions de dollars US. Dans le cas du gouvernement fédéral canadien, c'est 1,34 trillions. Si vous regardez, là, c'est dans les mêmes taux qu'en Europe. Mais, quand on parle de la dette fédérale du Canada, qui est à 1,34 trillions, il y a une dette également au niveau du Québec, qui est de 332 milliards de dollars. Alors, si vous faites le calcul, le rapport des populations, c'est à peu près la même chose, mais c'est un niveau inférieur. Le Québec n'est pas indépendant.
Alors, c'est un niveau inférieur du gouvernement qui a des dettes également. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de dettes dans un pays que la dette nationale. Alors, les 35 trillions de dollars que les Américains doivent, puis qui continuent d'augmenter, la dette, elle monte, c'est exponentiel. Ça monte. C'est pour ça que je dis que j'ai rien à changer aux vidéos que j'ai faites. Je pourrais les mettre à jour. Mais c'est la même chose parce que les dettes montent, c'est vertical, c'est presque... Et ça peut pas durer. On peut boucher les trous, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils viennent de faire avec l'indice Nikkei, là, en rebaissant les taux pour essayer de sauver ça. Mais vous ne réglez pas le problème de base. Vous vous attaquez aux symptômes. Et dans un pays, vous avez une dette totale. C'est ça qui est important dans un pays. Vous avez la dette du gouvernement fédéral, la dette des gouvernements régionaux, la dette des villes, la dette des entreprises, la dette des individus, des ménages. Et tout ça, ça fait une dette totale qu'il faut payer. Parce que ceux qui paient les dettes dans un pays, c'est toujours la population. Et c'est inévitable que ce soit comme ça. Alors, pour vous donner une idée, la dette totale des États-Unis en mars 2024 était, puis là, ce qu'il faut faire, c'est comparer la dette par rapport à la production du pays, le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Alors, pour avoir une idée de ce que c'est que la dette totale, qu'est-ce que ça prendrait pour la payer, bien, vous faites la proportion entre les dettes et le produit intérieur brut. Bon. Alors, aux États-Unis, là, ils sont rendus, la dette totale en mars 2024, sont à 736 % du PIB. Autrement dit, si les Américains ne faisaient ils travaillaient pour payer leurs dettes, sans consommer rien, là, sans manger, etc., ça leur prendrait 7,4 années de tout ce qu'ils produisent pour payer la dette totale des États-Unis. Dans le cas du Canada, la dette totale est de 931 % du PIB. C'est pire qu'aux États-Unis. La France est à peu près au même niveau, 922 % du PIB. Le Japon, on vient de voir ça avec l'indice Nikkei, le Japon est à 1300 % de son PIB. Ça, c'est le pire dans les grandes économies, c'est ça. La Suisse, dont tout le monde nous parle, qui est censé être un bon endroit pour investir, eh bien, la dette totale de la Suisse est à 946 % du PIB, c'est-à-dire plus élevée que celle du Canada ou de la France. La Grande-Bretagne est à 910 % et la Chine qui est censée, qui produit plus qu'elle consomme, est quand même à 282 % de son PIB. Alors, c'est des chiffres qui sont vraiment énormes. Et il y a évidemment, j'ai eu des discussions avec un grand économiste au Québec qui était politicien, Jacques Parizeau. Il disait, il y a plusieurs types de dettes. Il y a la dette intérieure, la dette extérieure, la bonne dette qui sert à produire des investissements qui vont rapporter des revenus. Et la mauvaise dette, c'est la dette qui sert à acheter le panier d'épicerie, si vous voulez. Alors ça, c'est de la mauvaise dette parce que vous vivez avec... Vous ne pouvez pas faire ça. Ça va vous sauter au visage. Enfin, la dette, c'est quelque chose de complexe. Mais elle existe, elle est là. Et dans le cas de pays comme le Japon ou la Chine, ce sont des nationaux qui possèdent la dette. Alors que dans le cas de la France, par exemple, plus que la moitié de la dette est détenue à l'étranger. Ça, c'est un gros problème parce que les autres pays vous contrôlent. Puis à un moment donné, ils vont arrêter d'acheter votre dette si vous continuez de consommer plus que vous produisez. Et la France se dirige vers une situation comme celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est pris avec une dette comme ça? C'est mondial aujourd'hui, c'est structurel. Et vous êtes obligé de faire des dettes de nos jours parce que les économies sont en compétition les unes avec les autres. Alors, le Japon, si le Japon fait beaucoup de dettes, ben, les autres sont obligés d'en faire un peu plus, sinon ils vont se faire dévorer par le Japon ou par la Chine. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train d'arriver. Et il est important d'être en compétition, donc même si on ne veut pas, on est obligé de faire des dettes pour être compétitif avec les autres économies, parce que toutes les économies, je parlais de la dette totale tantôt, c'est la même chose pour la production totale, le PIB.
Alors, il faut être compétitif. Donc, quand il y en a un qui commence, les autres sont presque obligés de suivre. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec une dette comme ça? Bien, on peut commencer par ne pas la payer. Ça, c'est quelque chose de très simple. Alors, on peut faire, c'est exactement ce qu'on fait depuis 2001, c'est-à-dire qu'on gagne du temps de façon à ce que ça se fasse plus tard. Nous, on est des démocraties. Le grand défaut des démocraties, c'est extrêmement... j'aime beaucoup vivre dans une démocratie, tout ça. Je suis très partisan de la démocratie. Mais la démocratie a des défauts. C'est tout du court terme. Alors que tout le monde dit, la Chine, avec le Parti communiste, ils pensent à long terme. C'est vrai, ils ont des défauts aussi. Un des défauts d'avoir un gouvernement central puissant comme la Chine, c'est que c'est très facile de prendre une décision quand on est un dictateur. Beaucoup plus facile. On l'impose, il y a l'armée, vous pouvez prendre l'argent des gens, vous pouvez les mettre en prison. Enfin, les communistes ont fait ça longtemps. Mais quand vous prenez des décisions, mais ça peut être des mauvaises décisions. Alors que vous pouvez prendre une très bonne décision, puis quand vous prenez une mauvaise décision, ben là, on le voit par exemple avec ce que fait Xi Jinping, qui construit la route de la soie, puis il dépense des milliards pour mettre des voies ferrées qui passent à travers des pays musulmans, alors que lui-même massacre les musulmans des Ouïghours là, en Chine. Alors, il y a quelque chose d'un peu dangereux dans ce qu'il fait, mais des fois, il n'y a pas le choix. Mais une chose est sûre, c'est qu'une dictature facilite beaucoup la prise de décision, mais pour des bonnes comme pour des mauvaises raisons. Alors, dans le cas du communisme, on a vu ce qui est arrivé en Russie. Ça s'est effondré. Ça s'est également effondré en Chine parce que des décisions de gens comme Staline, surtout Mao Tse-tung, étaient des mauvaises décisions qui faisaient tuer des centaines de millions de personnes, des dizaines de millions de personnes. On évalue entre 100 et 150 millions des morts nationaux causés par Staline et surtout Mao Tse-tung. Alors qu'en démocratie, la puissance est toute éparpillée dans l'État et dans le pays, ce qui fait que ce qui est positif peut compenser ce qui est négatif. Mais le problème de la démocratie, c'est que ça pense à court terme. Alors, c'est très, très bon quand vous avez une société qui change rapidement, la révolution industrielle qu'on a vécue, là, les 2-3 révolutions industrielles qu'on a vécues dans les 2 ou 3 derniers siècles. Alors, c'est très bon pour ça, la démocratie, mais c'est bloqué. Actuellement, en France, c'est un cas typique. Ils n'ont pas de gouvernement. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce que ça va fonctionner dans les mois, dans les années qui viennent? On ne le sait pas. Mais ce n'est pas un gouvernement normal parce que l'élection a été bloquée de façon volontaire. Bon. Alors, quand vous gagnez du temps, c'est ce qu'on fait depuis 2001. Ils ont baissé les taux d'intérêt de façon à ce que la dette ne les embête pas. Mais la dette, elle s'accumule et elle croît. Comme je dis, c'est une croissance exponentielle qui va nous péter au visage. Alors, les gouvernements évitent d'entrer en faillite en maintenant les taux d'intérêt très bas. Mais s'ils laissent les taux d'intérêt monter, comme ça devrait être le cas, parce que tout le monde prend de l'argent et investit à la bourse, on le voit, hein, la bourse n'arrête pas de monter, elle monte. Les maisons n'arrêtent pas de monter de valeur. Ben, c'est des bulles. C'est pas normal. C'est pas relié véritablement à l'activité économique. C'est des gens qui ont décidé de gagner du temps. C'est le défaut des démocraties dont je parlais tantôt. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les taux d'intérêt, c'est que l'intérêt, c'est ce que coûte l'argent. Alors, si les taux d'intérêt sont bas, l'argent ne coûte rien. Fait que tout le monde se met à dépenser. Vous empruntez à 3-4 %, puis vous mettez ça à la bourse, ça monte de 15 % ou 10 %. Ben là, vous faites beaucoup d'argent. Fait que dès que vous avez une chance, vous empruntez au maximum. Le gouvernement fait pareil. Pour essayer de se faire élire, ben, ils gagnent du temps. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent emprunter de l'argent autant qu'ils veulent, parce que ça ne coûte rien. Puis là, ça leur permet de gagner du temps, se rendre à l'élection. Actuellement, aux États-Unis, il est clair qu'il y a beaucoup de tripotage présentement pour essayer de gagner du temps pour se rendre à l'élection de Kamala Harris ou de Trump. Puis après, ben là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont voir quand ça sera rendu là. Alors, si vous montez les taux d'intérêt,
si vous baissez les taux d'intérêt, l'argent ne coûte rien, puis les gens se mettent à dépenser, à s'amuser, quoi. Les entreprises font pareil, ils augmentent les bonus de fin d'année, etc. Si vous augmentez les taux d'intérêt, là, le coût de l'argent monte, puis là, automatiquement, ben, vous arrêtez de dépenser. Parce que vous dites, ben non, si ça monte à 20% d'intérêt, ma maison, je vais la payer comment? Alors, ils essayent de si vous montez les taux d'intérêt, vous bloquez tout. Alors, le gouvernement ne peut plus si les gouvernements, on leur faisait payer, ce que j'ai connu une grande partie de ma vie, moi, 7-8% d'intérêt sur leur dette, ils sauteraient. Et ça fait très longtemps que ça aurait sauté. Là, ça fait 16 ans qu'on n'a pas eu de grosse crise économique en Occident, depuis 2008. Et normalement, ça aurait dû sauter. Ça n'a pas sauté parce qu'ils jouent avec les taux d'intérêt, ils impriment de l'argent, etc. Alors, le taux d'intérêt, c'est très important parce que c'est ça qui dit ce que coûte l'argent. Or, de l'argent, c'est du papier, c'est du vent. On appelle ça on appelle ça fiat, de l'argent fiat, c'est-à-dire la raison pour laquelle, si vous allez aux États-Unis avec votre dollar canadien ou le franc, pas le franc, l'euro, vous allez aux États-Unis, vous allez accepter des dollars américains en échange de vos euros ou l'inverse, parce que vous êtes sûr que quelqu'un, tout le monde, va accepter des dollars américains. Mais ça reste du papier, c'est parce que vous avez confiance, mais c'est du papier. C'est même pire que ça aujourd'hui. 90% des échanges se font, plus que 90%, se font par voie d'écriture. Alors, c'est des chiffres qui courent sur un écran d'ordinateur. Alors, ça ne veut plus rien dire. Et vous faites confiance parce que toute votre vie, vous avez fait confiance à l'euro, au dollar canadien, au dollar américain, qui s'est maintenu parce que l'économie était solide. Mais tout ça, c'est du vent. Hein? Et ce qui a vraiment de la valeur, c'est le travail, c'est des choses tangibles, comme de l'immobilier, des terrains, de l'or, de l'argent, du platine, des métaux rares. Ça, c'est des choses véritables. Et en passant, les métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine, c'est quand vous avez de l'or dans les mains, je parle d'or physique, je parle du vrai or, pas de l'or en papier, là, pas des promesses que, vous savez qu'il y aurait de 200 à 500 fois, on ne sait pas exactement parce qu'évidemment c'est caché, mais il y aurait au moins 200 fois plus de promesses de vous donner de l'or si vous amenez le papier qu'il y a d'or véritable. Alors, autrement dit, il y a seulement que 1/200 des promesses de vous donner de l'or qui sont vraiment basées sur de l'or. Quand vous avez de l'or dans votre main, c'est au passif de personne. C'est pas quelque chose que quelqu'un à qui vous le devez. Tandis qu'un 20 $ américain, ben ça, c'est quelqu'un qui vous promet qu'il va vous payer, qui va vous donner des biens en échange du 20 $. Mais dans le cas de l'or, du vrai or, c'est pareil pour l'argent, enfin, de tout ce qui est. L'or, c'est parce que c'est historique, c'est de la vraie valeur. Vous avez vraiment quelque chose entre les mains et l'or est quelque chose qui conserve sa valeur. Puis là, présentement, à cause de l'augmentation de la population, l'or a tendance à augmenter de valeur. Mais on dit qu'avec une once d'or dans le temps des Romains, on pouvait s'habiller richement. On pouvait s'habiller richement au Moyen-Âge avec une once d'or, puis aujourd'hui, on peut s'habiller richement avec une once d'or. Bon, c'est simplement que ça conserve la valeur. Et dans un cas comme aujourd'hui, par exemple aux Indes, les femmes qui sont divorcées, enfin, ça c'est la vieille culture, quand elles étaient répudiées par leur mari, elles pouvaient quitter la maison avec ce qu'elles avaient sur elles. Fait que les femmes, ils s'achetaient de l'or, puis ils se faisaient des boucles d'oreilles, des colliers en or, parce que si jamais elle était mise dehors, elle partait avec la fortune qu'elle avait sur elle. Or, la demande, comme il y a plus d'êtres humains, puis que la production d'or est anémique sur la planète, il n'y a pas grand-chose par rapport à l'augmentation de la richesse mondiale, bien l'or, c'est de la vraie valeur. Vous l'avez dans les mains, puis c'est un moyen d'échange. L'argent aussi, d'ailleurs, en français, on dit de l'argent, parce que on a toujours beaucoup plus utilisé l'argent. Le défaut de l'or, l'or a un défaut, c'est qu'il est lourd.
Ça, c'est un petit défaut, mais enfin, c'est un problème quand même. Et le deuxième problème de l'or, c'est que c'est quelque chose qui il n'y en a pas beaucoup. Alors, dans le cas de l'argent, vous avez beaucoup plus d'argent dans le monde qu'il y a d'or. Alors, les gens se servaient de l'argent pour acheter. Si on se servait, j'ai déjà vu des Canada qui vendaient ça, c'était des tout petits, un dixième d'once d'or. Mais c'est minuscule. Ben ça peut tomber à terre, ça peut être perdu. L'or, c'est fait pour être des belles pièces, là, des Napoléons ou des Maple Leaf canadiens ou des Rand sud-africains. Mais dans le cas de l'argent, il y en a beaucoup, beaucoup. Fait que vous vous servez de... les Espagnols disent plata. Plata, ça veut dire argent en espagnol. Ils parlent de plata comme étant de l'argent, comme pour nous. Bon, c'est la même chose. Parce que les gens utilisaient beaucoup d'argent. Et une des façons des gouvernements de voler la population, c'était de changer la teneur en argent ou en or dans une pièce de monnaie. Alors, dans l'Empire romain, ils faisaient ça régulièrement. Ils dévaluaient l'argent en mettant, au lieu que ça soit 100% d'or, ben là, ils mettaient 70, puis après c'était 50, puis après c'était 30, puis les gens, ben, les experts, disaient, hey, ça vaut rien, ça, cet argent-là. Parce que c'était dévalué, ils mettaient du cuivre dedans, etc. Alors, l'or, c'est une vraie valeur que vous avez dans les mains, mais elle a trop de valeur. Si vous essayez d'aller acheter du pain avec une pièce d'or, vous ne pouvez pas parce que ça vaut des milliers de dollars, alors que le pain, il vaut 2-3 dollars. Bon, alors, ça fonctionne pas. Alors, c'est pour ça qu'on s'est servi beaucoup plus de l'argent. Mais tout ça pour dire que les piastres, la monnaie, c'est de l'argent sur lequel on a confiance que les gens vont l'accepter. Tandis que l'or, on sait que c'est solide. On sait que ça garde la valeur. Au moins garder la valeur. Alors, quand vous décidez de ne pas payer vos dettes, ben, ce que vous faites, c'est que vous gagnez du temps. C'est ce qu'on fait depuis 2001, c'est-à-dire on a mis des taux d'intérêt très bas. Fait que là, les gens peuvent faire des dettes, parce que payer 2-3% sur 100 000 $, ça se fait bien, hein, c'est 3 000 $. Mais si c'est 20% d'intérêt ou 50% d'intérêt, ben là, vous êtes obligé de payer sur 100 000 $, c'est 50 000 $ par année, vous n'êtes pas capable de faire ça. Ça saute. Bon. Alors, le premier truc par rapport à la dette qu'on a présentement, c'est de ne pas la payer, gagner du temps. Mais ça ne fait que la dette augmente un taux exponentiel, ça ne fait que retarder l'explosion. Puis quand l'explosion se produit, ben là, tout le monde là dans le baba, comme on dit. Hein? Bon. Alors, la deuxième solution, c'est de payer les dettes. Bon. Si vous payez les dettes, la façon dont on a payé les dettes pendant très, très longtemps, notamment en Amérique, parce qu'en Amérique, c'est un continent qui était plein d'êtres humains. Quand les Blancs sont arrivés dans les Caraïbes, ils ont lâché une quinzaine de maladies qui ont tué les Amérindiens. Dans toutes les 3 Amériques, ils ont disparu, bien avant que les Blancs arrivent dans leur pays. Ça s'était rendu jusqu'en Alaska, la fièvre jaune, toutes ces maladies-là. Alors, ça a tué, puis on avait un continent qui était complètement neuf, qui était vide d'habitants, puis l'Europe était pleine d'habitants et était pauvre. Ça avait été au Moyen-Âge, presque toutes les forêts avaient été coupées en Europe. Il restait des forêts pour les nobles qui faisaient de la chasse, mais ça avait été un vrai... Les gens n'avaient pas le droit de ramasser du bois dans la forêt en Europe au Moyen-Âge, parce qu'il fallait garder les quelques forêts dont les nobles avaient besoin pour faire de la chasse. Alors, il y a eu un débarquement massif des Européens dans les 3 Amériques, puis comme le continent était neuf, qui était vide, il y a eu une explosion environnementale. Il y avait des millions de bisons qui parcouraient le centre des plaines américaines. Alors, ça a été possible aux États-Unis que tout le monde s'enrichisse pendant des siècles. Alors, ce que les gens faisaient, c'est que c'était la croissance économique. Alors, quand vous avez une dette, la meilleure façon de payer une dette, c'est de faire croître votre économie. Alors, si vous avez, par exemple, 1 milliard de dollars de production dans votre économie, puis que vous avez 1 milliard de dettes, si vous doublez la production sans augmenter la dette, bien, votre dette, qui était de 100% du PIB au début, ben, elle devient 50% du PIB. Parce que vous avez doublé votre économie sans augmenter la dette. Alors, si vous quadruplez votre économie, la dette qui est encore au même niveau est tombée à 25% du PIB.
Alors, vous voyez que la meilleure façon de payer une dette, c'est par la croissance économique. Or, la croissance économique, je viens d'en parler pour l'Amérique du Nord, des 3 Amériques, c'est fait parce que c'est un continent vidé de ses habitants. Pas par méchanceté, l'affaire des génocides, non, les 90% et plus des Autochtones, surtout au Québec, il n'y a pas eu de génocide, la population était à 98% blanche en 1960 à peu près. C'était pas parce qu'on a massacré les Autochtones, c'est parce qu'ils ont disparu à cause des maladies qui sont venues d'Europe, puis qu'on savait pas, on connaissait pas les bactéries, etc. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand on est arrivé ici, nous, il y a eu une croissance économique qui a duré, qui dure encore aujourd'hui. Hein, les États-Unis sont encore mieux que bien des parties dans le monde. C'est la croissance économique qui permet de payer la dette. Mais il y a une limite environnementale à ça. Puis c'est précisément ce que je dis tout le temps. Je dis la crise à laquelle on fait face depuis déjà plusieurs décennies, c'est d'origine environnementale. Par exemple, la Chine, les Chinois, c'est le Parti communiste, tout ce qui permet de faire de l'argent, ils le prennent. Notamment, par exemple, le traitement des métaux rares, là, des terres rares. Alors, les Chinois sont très, très forts là-dedans. Oui, mais c'est polluant. Toutes les usines polluantes au charbon qui permettent de faire de l'électricité, qui permettent de faire fonctionner l'économie, en Chine, ils polluent le pays. Ça se voit de l'espace, on voit des nuages de pollution qui s'en vont vers le Japon, qui s'en vont vers le Pacifique. C'est très, très clairement documenté. Alors, il y a des limites environnementales à ce qu'on peut faire pour faire croître l'économie et pour payer la dette par croissance économique. Alors, c'est pour ça que les économistes n'arrêtent pas de dire il faut renouer avec la croissance. Il faut refaire de la croissance. Ben, c'est pour payer les dettes, pour faire fonctionner l'économie, parce que c'est très facile. Vous faites baisser, comme je disais, le pourcentage du PIB. Bon. Ça arrive à la fin. Et la Chine, qui s'est lancée dans tout ce qui rapportait de l'argent, avait un environnement relativement propre quand c'était des agriculteurs qui cultivaient, qui mettaient les excréments humains pour ensemencer la terre, là, pour l'enrichir. La Chine est en relativement bon état. Maintenant que c'est plein d'usines, ben le Yangtze, quand j'étais en Chine, ils ont découvert que le dauphin du Yangtze-Kiang venait de disparaître. Ils se sont promenés sur le Yangtze-Kiang avec des écouteurs pour essayer de voir s'il y avait des dauphins de dauphins disparus parce que l'eau était tout sale. C'est quelque chose de terrible. Fait que les Chinois ont fait comme nous dans les 3 Amériques, ont fait comme les Européens en Europe. Ils ont détruit leur pays pour s'enrichir. Puis ça, aujourd'hui, c'est devenu un problème qui est généralisé. L'Afrique noire, les océans sont en mauvais état. Alors, la crise qu'on vit présentement, c'est une crise de croissance qui vient des limites environnementales auxquelles on fait face. Alors, comme vous ne pouvez plus faire de croissance mondiale, en passant, j'avais un chiffre tantôt que je n'ai pas donné, je vais le donner tout de suite. J'ai dit la dette totale des États-Unis est à 736% du PIB. En 2021, en mars 2021, elle était à 830%. Alors, vous voyez, il y a eu une croissance économique qui a permis de faire baisser la dette, même si on faisait beaucoup de dettes. Même aujourd'hui, ils ont réussi à passer de 830% du PIB à 736% du PIB, simplement par la croissance. Parce que sur la planète, présentement, les chiffres officiels, qu'est-ce qui valent les chiffres officiels? Ça, c'est la grande question, parce que beaucoup de gens ont intérêt à mentir, notamment dans les gouvernements, notamment la Chine. Mais la croissance mondiale serait de 3%. Alors, si vous avez une croissance de 3%, ben, en passant, c'est ce que Donald Trump veut faire. Il dit, si je prends le pouvoir, il l'a fait la première fois, je vais baisser les impôts. On se dit, s'il baisse les impôts, ça va faire un trou gigantesque, ça va faire une dette encore plus gigantesque. Pas vraiment, parce que si vous faites, quand vous baissez les impôts, vous provoquez une augmentation de la consommation, augmentation de la production, et ça génère des revenus. Alors, vous vous retrouvez, puis ça, c'est ce qu'on voit présentement, ça a baissé de 1921, comme je viens de dire, là, de 2021 à aujourd'hui, ça a passé de 736% du PIB, de 830% du PIB à 736%. Alors, ça fonctionne encore, mais les limites environnementales commencent à être atteintes un peu partout. Bon, il y a un autre truc pour payer la dette, si on ne peut pas faire de croissance,
Eh bien, c'est de prendre l'argent là où il est. Il y a une façon simple, c'est Napoléon l'a fait. Napoléon le faisait. C'était envahir un autre pays et voler le pays. Napoléon disait à ses hommes, quand il a voulu entrer en Italie, je vais vous amener dans les plaines les plus riches du monde. Vous allez pouvoir vous enrichir. Ben oui, il volait. Alors, quand Napoléon faisait une guerre, il rentrait dans un pays qui avait gagné la guerre, la première chose qu'il demandait, c'est l'or du pays et des paiements de réparation. En passant, ils ont fait ça jusqu'à la République de Weimar en Allemagne, puis ça a déclenché la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils tuaient l'Allemagne en allant chercher ce que l'Allemagne devait parce qu'il avait détruit à la Première Guerre mondiale. Et les Allemands l'ont fait en 1870 contre les Français. Tout le monde faisait ça. Alors, vous attaquez un pays, puis vous lui volez son or, vous lui volez une partie de sa production, puis évidemment, vous créez un problème pour les punir, mais vous déclenchez, dans le cas d'Hitler, ça a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si vous prenez l'argent là où il est, ça c'est ce que Napoléon faisait, il allait d'un pays étranger, puis il volait. Vous avez eu un autre cas, ça c'est passionnant, c'est celui de l'Islande en 2008. L'Islande est un petit pays de 330-340 000 habitants, qui est situé entre l'Europe et les États-Unis. Alors, il y avait eu toute la crise financière de 2008. Alors, les Islandais avaient lancé des banques, il y en avait deux, dont Ice Bank, Iceland Bank, bon. Puis, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des affaires, ils faisaient rentrer de l'argent, puis ils l'échangeaient, enfin, ils faisaient de la banque. Et ils ont créé une dette à Ice Bank qui était plusieurs fois le PIB de l'Islande. Et quand la crise des subprimes a explosé, au Canada, le gouvernement a dit, ben là, il faut sauver les banques. Évidemment, parce que c'est eux qui ont dit ça, là, parce que c'est des amis qui se sont entendus entre eux. Alors, ils nous ont fait payer à nous le sauvetage des banques, plutôt que de les laisser faire faillite. Les Américains ont fait pareil, les Français ont fait pareil, partout, les Européens, tout le monde faisait ça. Alors, le gouvernement islandais a dit à la population, il faut qu'on paye les dettes de Ice Bank parce qu'on doit de l'argent aux Hollandais puis aux Anglais, puis on a emprunté de l'argent. Puis les Islandais ont dit non, pas nous qui avons fait ça. Ce sont les banquiers, puis ce sont ceux qui ont fait confiance aux banquiers. Nous, ça ne nous regarde pas. On a dit, non, il faut faire ça, tout le monde le fait. Les Islandais ont dit non. Ils ont fait une élection, ils ont dit non. Ils ont fait un référendum, ils ont dit non. Fait que là, le gouvernement a dit, il faut bien le faire parce que la population ne veut pas. Il y avait des manifestations c'est petit l'Islande, hein, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, c'est exagéré, mais enfin, c'est très petit. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement, ça c'est intéressant, ils ont divisé les dettes, la dette intérieure de l'Islande, c'est-à-dire l'argent que les Islandais se devaient entre eux, et les dettes extérieures de l'Islande, c'est-à-dire notamment les dettes de Ice Bank. Puis ils ont dit à ceux à qui ils devaient de l'argent à l'étranger, notamment en Hollande et en Grande-Bretagne, ils leur ont présenté le grand doigt. Ils ont dit, on ne vous paiera pas. Ah, vous ne pouvez pas faire ça? Ah oui, on va le faire. Ils l'ont fait. Et les gens disaient, oui, mais si vous ne payez pas les dettes des banques, jamais personne ne va vous passer de l'argent. Ah, ça, c'est effectivement le danger. Si vous volez les gens qui possèdent de l'argent, les gens vont refuser d'investir dans votre économie. Vous êtes des voleurs. Mais c'est pas ça qui est arrivé en Islande. La raison pour laquelle les Islandais n'ont pas payé les dettes de la Ice Bank, c'est qu'il fallait qu'ils donnent le pays. Il fallait qu'ils vendent les pêcheries, il fallait qu'ils vendent, ils produisent de l'électricité avec de l'énergie géothermale. Ils ont même produit des bananes en serre, ils produisent il aurait fallu qu'ils donnent tout, y compris les maisons, tout. Fait qu'ils ont dit non, on ne le fera pas. Alors, c'est la raison pour laquelle les Islandais n'ont pas payé. Mais les Islandais ont toujours payé leurs dettes. Alors, ça a pris quelques mois et ils ont recommencé parce qu'il n'y avait pas de dette. Ils s'étaient débarrassés de la dette, ils n'avaient pas payé. Mais quand vous faites un truc comme ça marche, l'Islande, c'est un petit pays. Mais ils n'ont pas payé, puis ils ne paieront jamais parce qu'ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Et ils ont eu des gens qui leur ont passé d'argent parce qu'ils sont fiables. La raison pour laquelle ils n'ont pas payé, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Alors, mais c'est quand même intéressant le fait qu'ils ont fait comme Napoléon, mais sans guerre. Ils ont dit non, on ne paye pas, on ne va pas payer. Bon, point. Puis ils ne veulent pas qu'on en parle. Hein. En tout cas, les experts financiers ne veulent pas qu'on parle. Très intéressant, ça. Très intéressant. On pourrait dire la même chose dans le temps de la COVID, entre autres, avec les pharmaceutiques, toutes les grosses poches de ce monde qui ont endetté les pays sans
d'une façon frauduleuse, inutile. On pourrait dire le peuple n'a rien à voir avec ces dettes-là, c'est les gouvernements et leurs amis qui nous ont et on pourrait juste dans la dette canadienne en relever plusieurs. Oui, mais si vous faites ça avec une grosse économie comme le Canada, la France, les États-Unis, si vous faites ça, tout va sauter. Les Islandais ont pu le faire parce que c'est un petit pays. Fait que là, il y a toute la question de et si les États-Unis font ça, parce que les États-Unis doivent énormément d'argent à tout le monde. Si, bien sûr. Ben là, je l'ai dit tantôt, là, les dettes totales sont de, je l'avais là, 736 fois le PIB. Bon. Hey. En tout cas, ça pose une question, puis quand vous dites que l'Islande, on veut pas en parler de ce cas-là en Occident, entre autres, c'est que ça menace nos banquiers, ça menace... si vous faites sauter les banques, vous faites sauter tout le monde. C'est ça que je dis, là, c'est que c'est structurel le problème qu'on a présentement. C'est un problème qui est dans le système même. Et il y a un cas qui est sorti là, des gouvernements qui gaspillent de l'argent à tour de bras. C'est le fameux quand ils ont fait comment ça s'appelle? C'est le régime canadien de soins dentaires. Je l'ai vécu moi-même. Alors, c'est un Trudeau qui a décidé de payer le dentiste à la place des gens. Moi, quand j'allais chez le dentiste, je négociais avec mon dentiste. Je disais, bon là, tu peux pas me mettre de la porcelaine, c'est trop cher, tu vas me mettre un plombage normal. Bon, je négociais pour sauver de l'argent. Lui, il a commencé à dire, on va payer. Alors, quand je suis rentré chez moi, première fois que le dentiste faisait ça, elle a commencé à dire, elle dit, tu pourrais faire 2 nettoyages par année. Je n'ai jamais fait plus qu'un nettoyage dans toute ma vie. Ah, 2, parce que c'est le gouvernement qui paye. Fait que vous créez c'est structurel. C'est que vous payez de l'administration qui n'existait pas avant. Vous favorisez le gaspillage. J'ai jamais eu besoin de 2 nettoyages de dents par année. Et ça, c'est le genre de problème que vous avez quand un gouvernement est libre de faire ce qu'il veut en se disant l'important, c'est de me faire élire. Puis le reste, on s'en fout. Alors, on peut pas faire ça. L'Islande, c'était pas eux qui avaient fait la dette, mais c'est un petit pays. Si vous tuez les banques, par exemple, si en 2008, ils avaient laissé les banques mourir comme elles auraient dû mourir, tous les gens qui avaient de l'argent dans les banques, les gens ne savent pas ça. Mais quand vous mettez de l'argent dans un compte bancaire, les gens, ils pensent qu'il y a une petite boîte qui s'appelle Carl Brochu, puis Carl Brochu a mis 15 000 là-dedans, puis c'est à lui, c'est la petite boîte qui appartient à Carl Brochu. Eh bien, c'est pas vrai. Quand vous mettez votre argent à la banque, vous passez l'argent à la banque. Ce qui veut dire que si la banque fait faillite, vous perdez votre 15 000. Vous faites partie de la faillite. C'est pas remettez-moi mon argent puis arrangez-vous entre financiers. Non. Le système est faussé, c'est structurel. Et c'est un vieux système qu'il va falloir un jour remettre à jour, surtout après la crise qui va finir par nous tomber dessus. Mais M. Nantel, le gouvernement Harper a fait passer une loi, je crois que c'était en 2013, si vous me corrigez, dans un projet omnibus avec plein d'autres lois qui donnent la permission aux banques, advenant des problèmes financiers de l'État canadien, et ça existe en France aussi, ça existe dans partout, hein, où ils peuvent aller dans les économies de la population pour payer la dette. Donc, c'est vraiment très inquiétant, ça. Il y a même eu, je crois que c'est Trudeau qui en a parlé, d'appuyer la dette. Hein? Mme Freeland en a parlé dernièrement aussi. Oui, mais il parlait de se servir des fonds de pension pour appuyer la dette canadienne. Ah oui, Il a changé d'idée. Écoutez, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous décidez de payer les dettes, vous pouvez les voler à l'étranger, c'est ça. Puis le prochain, c'est vous pouvez le voler aux citoyens. Alors, par exemple, quand vous avez ce qu'on appelle un bank run, une banque va faire faillite. Alors, automatiquement, votre 15 000 dont je parlais, que vous avez mis dans la petite boîte, je vais aller chercher mon 15 000. Fait que vous avez des longues filets. J'ai vu ça en Argentine en 2001. Vous avez des filets là, de 3-4 rues de long. Les gens qui veulent sortir leur argent de la banque, elle va faire faillite. C'est arrivé au Liban il y a quelques années. Les gens ont appris que, c'était également drôle ce qui est arrivé au Liban.
Les gens ont dit, ils vont faire faillite les banques. Les banques ont fait faillite tout en série. Fait que ce qu'ils ferment, je l'ai vu en Argentine, ils mettaient des panneaux en acier devant les portes, puis il y avait des tourniquets, une personne à la fois qui allait chercher maximum 100 $ par jour. Puis il y avait des gens qui avaient vendu leur maison le jeudi soir. Le gars, il met son chèque, rentre dans la banque, puis là, le vendredi soir, le gouvernement déclare, à partir de lundi, il fait sortir 100 $ de la banque, puis on laisse courir l'inflation. Les gens, ils ont dit que non, je viens de vendre ma maison, je veux mon argent, c'est 200 000 $. Non, on va le laisser là. Vous avez le droit d'aller chercher 100 $ par semaine, puis pendant ce temps-là, l'inflation vous mange votre 200 000 $, dont la valeur baisse à 175 000, 100 000, 50 000, puis ça s'arrête quand le gouvernement décide. Ils volent la population. C'est très important ce que vous dites là, parce que vous me l'aviez compté, ça. Vous étiez en Argentine que c'est arrivé. Ouais. Puis je regarde un peu là, qu'est-ce qui se dessine dans les pays occidentaux surendettés. Et ça, c'est une hypothèse qui peut être fort crédible. Là. Trudeau et les autres ne reculeront pas devant ça, eux autres. Là. Ah, mais ce qu'ils ont fait en Argentine, c'est qu'ils ont tous démissionné. Ah, c'est pas moi, c'est lui qui est derrière. Ben oui. Puis après ça, ils partent avec leur jet, puis ils s'en vont. Oui, ils s'en vont dans les autres pays. En Argentine, les gens disaient dans les journaux, on m'a dit ça après, les gens disaient dans les journaux, il y a beaucoup d'argent qui sort d'Argentine. Comment ça se fait qu'il y a tant d'argent qui s'en va en Uruguay, pas au Brésil? Puis ils voyaient ça, il y a des gens qui signent des chèques, puis qui bon. Et ça, c'est avant qu'ils ferment les banques. Fait qu'ils se sont dit ça à leurs amis, ils ont dit ça à leurs belles-sœurs, ils ont dit ça à leurs frères. « Hey, sors ton argent parce qu'on va tout bloquer. » Fait que là, les gens, ceux qui sont bien connectés, sortent l'argent du pays. Puis il y a des gens qui s'occupent de ça. Hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliards de dollars qui sortent. C'est le problème en Chine présentement. 70% des millionnaires chinois essaient de sortir leur argent de Chine. L'Europe aussi, c'est en train de se faire en ce moment. J'ai de l'information à ce niveau-là aussi. C'est ça. Donc, c'était une des raisons pourquoi je vous faisais venir aujourd'hui. C'était pour nous parler du cas de l'Argentine, puis d'avertir nos citoyens que c'est des lois qui existent actuellement. Ils l'ont fait au Liban. Oui, et sachez qu'ils ne reculeront pas devant ça, nos non, mais en passant, c'est ce que je dis, c'est que c'est structurel. Alors, quand les gens responsables, le président donne sa démission, les présidents des banques foutent le camp, ils s'en vont. Oui. Bon. Oui. Puis là, ce qui se passe, c'est que les gens ils se promenaient dans les rues en Argentine, puis ils disaient « Que se vayan todos ». C'était ça sur qu'ils s'en aillent tous, les bandits, là, les chefs, les présidents, etc., c'est des bandits. Mais il n'y a rien à faire, l'argent est coincé dans le système bancaire, on vous a volé. Ils prennent une autre chose importante, ils prennent l'argent là où il est, et non pas là où ça serait juste de le prendre. Autrement dit, les parasites, on va dire les mots qui sont là, qui se mettent sur l'aide sociale, qui peuvent travailler, qui volent, les faux réfugiés qui rentrent, qui se font... À 220$ par jour, allons-y. C'est des gens qui profitent du système, puis eux ne paient pas. Mais ils vont aller chercher l'argent de M. Brochu si jamais il a fait un héritage de 150 000 $ puis a mis ça à la mauvaise banque. Bon, alors, ils saisissent l'argent là où il est. C'est très important à comprendre ça. Et c'est complètement injuste. Mais évidemment, ceux qui perdent le plus dans une crise comme ça, ce qui s'en vient, c'est les plus pauvres, notamment tous les rentiers. Les rentiers, les pensionnés. Moi, je dis ça aux gens que je connais qui ont des pensions de 100 000 $, je leur dis, ils t'enlèveront pas ta pension de 100 000 $. Ils vont la tripler. Ils vont la décupler. Ça ne sera pas 100 000 $. Ils vont te donner 1 million, mais ça va valoir 20 000 $. Il y a des pays comme le Zimbabwe où l'inflation a tout mangé à plusieurs reprises. Alors, à un moment donné, c'est la perte complète de contrôle par la population. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils dollarisent l'économie. Les gens disent, je l'ai vu en Israël, ça, je l'ai vu, je l'ai entendu parler dans le cas de l'Équateur et surtout du Zimbabwe. Les prix des tomates sont écrits en dollars américains. Alors, les gens disent combien est-ce qu'il vaut le dollar aujourd'hui par rapport à, je ne sais pas, je ne me souviens plus, je pense que c'est la livre du Zimbabwe. Ben, évidemment, ça va toujours en baissant en valeur. Et les gens, ils mettent 100 $. Ils disaient combien tu me donnes? Ben là, aujourd'hui, ce n'est pas 100 000 $ que tu vas me donner pour la tomate, c'est 1 million de dollars zimbabwéens. Ah ouais. Bon, mais les gens dollarisent l'économie.
Parce que le dollar, comme je disais, c'est de l'argent auquel les gens ont confiance dans le dollar. Ils savent qu'ils peuvent... Avant, il était écrit sur le dollar américain qui donnerait de l'or si vous le demandiez. Oui. Ça a été enlevé, ça. Mais c'était écrit. En tout cas, tout ça pour dire que les gens disent parfois on entend parler ça régulièrement. Les gens disent on va taxer les riches. Il faut que les riches payent. Les riches vont payer plus parce que Elon Musk a 250 milliards de dollars, qui paye une partie d'impôts là-dessus. Là, il y a deux choses. Première des choses, il y a une différence entre de l'argent qui sert à consommer puis de l'argent qui sert à investir. Un gars comme Elon Musk, les 250 milliards, sont investis dans ces compagnies qui créent de la richesse, qui donnent des gros salaires à ses employés. En passant, il y a un paquet de ses employés qui sont devenus millionnaires en prenant des actions de Tesla. Et des employés, des soudeurs, travail, mais ils ont travaillé depuis le début à Tesla, il y a 15 ans, puis là, aujourd'hui, ils sont millionnaires, des gars, des soudeurs, parce qu'ils ont pris des actions, puis les actions ont monté. Bon. Alors, mais l'argent d'un milliardaire, c'est fait pour être investi. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, dans le monde communiste, vous avez, quand c'était les communistes, tout l'argent appartenait au gouvernement, puis c'est le gouvernement qui faisait les investissements, qui supposément tirait des profits. C'était pas des individus. Mais c'est exactement la même chose dans le système capitaliste. Les milliardaires, un gars comme Elon Musk qui a 250 milliards de dollars, il va peut-être monter à 1 trillion de dollars en valeur, mais c'est pour investir, c'est pas pour dépenser. Ce que Elon Musk dépense vraiment chaque année avec ses avions, puis ses voitures, tout ça, c'est probablement quelques millions de dollars. C'est ça qu'il faut taxer, pas l'investissement. Parce que si vous taxez l'argent pour investir, vous tuez l'économie du pays, il n'y a plus personne qui va construire d'usine. Alors ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les gens très riches, ils peuvent facilement déplacer leur argent. Ils peuvent se déplacer eux-mêmes. Comme je dis souvent, quand vous avez quelqu'un qui fait le mal ou qui est contre la loi, ça peut être une loi injuste, ça ne change rien. Cet individu-là, il est toujours quelque part. C'est un corps humain qui pèse 100 kilos, qui est toujours en quelque part. Vous n'avez qu'à mettre la main dessus. Alors, en Chine, le plus grand milliardaire de Chine, qui s'appelle, il possédait Alibaba, Jack Ma. Le gouvernement a dit, tu n'as pas le droit de faire, tu vas arrêter de dire ce que tu dis, parce qu'il voulait faire il s'opposait au gouvernement. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont envoyé dans des champs, apparemment, il cultivait des betteraves, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le gars, il a été arrêté, il est milliardaire. C'est le plus grand milliardaire de Chine. Ils ont mis la main dessus parce qu'il y a un corps humain qu'il faut attraper. Mais dans une situation comme ce que j'ai vu en Argentine, quand vous avez une grosse crise, les milliardaires peuvent se déplacer. Ils peuvent déplacer leur argent. Ils peuvent le mettre en or, par exemple, ou acheter des terrains dans un autre pays. Les Chinois font les communistes chinois font un énorme travail présentement pour empêcher que les Chinois sortent leur argent de Chine. Alors, tout le monde veut sortir l'argent de Chine parce qu'ils savent que les communistes pensent que le capitalisme, c'est un système de valeurs. Fait qu'ils disent, s'ils pensent que c'est un système de valeurs, puis ils sont des millionnaires, ils vont nous voler. Puis effectivement, ils vont les voler. Alors, ce qu'ils font, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les bitcoins, les Chinois, c'est qu'il y a moyen de sortir, il y a moyen d'acheter des bitcoins en Chine, d'aller aux États-Unis, puis de les retirer. Alors, si vous avez 10 millions, vous venez de sortir 10 millions de Chine. Puis, c'est très, très courant. Mais ça, c'est un problème chinois particulier. Oui. Mais le point, c'est qu'ils vont chercher l'argent là où il est. Puis les milliardaires, ils en ont de l'argent. Alors, mais si vous attaquez les milliardaires, ils vont s'en aller. C'est le problème de la France présentement. En France, les grandes compagnies françaises là, qui s'appellent, vous avez Air Liquide, LVMH, Schneider, Total, L'Oréal. C'est des grosses compagnies qui font beaucoup d'argent, mais à l'extérieur de la France. Parce qu'il y a tellement de comment est-ce qu'on dit ça en français? Regulation. Il y a tellement de règles les gars sont partis, ils ont été faire leur argent ailleurs. Alors, quand les gens sont partis ailleurs comme ça, ils ont seulement qu'à déplacer le siège social d'un pays à l'autre, ça peut se faire, ou se mettre dans des paradis fiscaux, puis vous perdez le contrôle. Puis la France a ce problème-là présentement, est en désindustrialisation parce qu'ils ont mis trop de poids sur les entreprises, fait que les gars vont faire leur argent ailleurs.
Mais ça reste des génies de la finance, des génies de marketing, tout ça. Alors, c'est jamais une bonne idée d'attaquer les plus riches quand vous êtes dans un système capitaliste. Alors, c'est Elon Musk a accepté, il a fait un référendum sur Internet, puis il a dit, est-ce que vous voulez que je paie des impôts sur ce que j'ai fait cette année? Les gens ont dit oui à 70%. Il a payé. Il a payé, mais ça ne servait à rien. Les gens continuent de dire qu'il y a trop d'argent. Ben oui, il y a trop d'argent. Ben oui, mais il a ramassé son argent, puis c'est de l'argent qui est fait pour investir, pas pour être dépensé. Il ne s'amuse pas à brûler des 100 $. Là. Tout son argent est placé pour faire le maximum de profit, etc. Bon. Alors, ça, je l'ai dit. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Allez, j'ai oublié où j'en suis. De payer la dette, ça, c'est ce qui est employé présentement, c'est d'imprimer de l'argent. Alors, c'est pas compliqué. Vous devez, c'est les pays qui sont très, très endettés, c'est ce qu'ils font. Ils impriment de l'argent, puis ils payent leurs fonctionnaires avec ça, puis les fonctionnaires achètent de la nourriture pour leur famille, etc. Donc, ça fait évidemment de l'inflation. C'est par l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est une des méthodes les plus efficaces et des plus appauvrissante qui existe de payer une dette, c'est que vous imprimez de l'argent, vous payez vos dettes avec ça, vous payez tout ce que vous voulez avec ça, puis quand il y a beaucoup d'argent qui rentre sur le marché puis que la production peut augmenter, ben les prix montent, parce qu'il faut le passer, cet argent-là. Alors, l'hyperinflation, c'est une impression de monnaie, puis comme disait Milton Friedman, il dit l'inflation, c'est toujours relié à l'impression d'argent. C'est toujours relié. Il y a des cas spéciaux où il peut y avoir une inflation parce qu'il y a eu un manque, il y a eu une tornade qui a détruit une usine, etc. Mais tout le reste, là, c'est de l'impression d'argent. Vous imprimez de l'argent, ça fait de l'hyperinflation. Et comme je disais tantôt, vous avez 100 000 de pension, ils décuplent. Donc, ils vous donnent $1 million, ça vaut 20 000 parce qu'ils ont mis de l'argent, ils ont imprimé de l'argent. Et ça ne fonctionne jamais. Pour vous donner une idée, au Japon, dans les années 90, la valeur du palais impérial de l'empereur japonais valait plus le terrain que toute la Californie. Alors, ça vous donne une idée, c'est de l'inflation, c'est fou. Quand ça a sauté, ben là, toutes ces valeurs-là ont disparu. Quand ils impriment de l'argent comme ils le font présentement, ils injectent de l'argent dans l'économie. Aux États-Unis, l'essentiel de la bourse de Wall Street, c'est 8 compagnies. 8 compagnies qui profitent. Alors, c'est Nvidia, c'est Google, Apple, Tesla, etc. C'est eux autres qui prennent toute la croissance de la bourse. Nvidia, c'est complètement fou. Ils ont multiplié en 8 ans leur valeur boursière de 250 fois. En 8 ans. 250 fois du départ. Ils sont partis de 0,64 $ par action, puis sont montés à 163 $ par action en 2024. C'est une bulle, ça va sauter. C'est inévitable. Dernière chose qu'ils peuvent faire, ils peuvent mentir à la population pour gagner du temps. L'idée, c'est de gagner du temps. Alors, par exemple, aux États-Unis, ils vous disent l'inflation, moins la nourriture, moins le pétrole, puis il y en a même qui disent moins l'immobilier. Alors, ils vous donnent un taux d'inflation. Ben oui, mais le pétrole, c'est ce qui fait marcher l'économie. La nourriture, c'est ce qui nous fait marcher nous. Et si vous enlevez l'immobilier, ben oui, ben évidemment que vous allez arriver avec des beaux taux d'inflation de 4-5 %. Ben oui, mais c'est parce qu'ils ont menti. Tout le monde sait bien que les prix de la nourriture augmentent, que les maisons n'arrêtent pas d'augmenter de valeur, que le pétrole est très, très volatile. Ça, M. Nantel, ils nous prennent pour des valises. C'est clair, depuis la COVID, entre autres, ça s'est accéléré. Le taux d'inflation, c'est pas le vrai. C'est pour gagner du temps qu'ils font ça. C'est la population qui va se réveiller un jour avec tous les problèmes que ça cause en ce moment. On le ressent quand on va à l'épicerie, mais ils nous disent pas la réalité. C'est clair, ça. Non, c'est des mensonges. Et en passant, les Chinois sont les pires de tous là-dessus. Ils mentent sur tout continuellement. C'est une mentalité. J'ai vécu là-bas 3 ans. C'est continuel. Je vais vous donner un autre exemple, c'est le chômage. Le chômage US est à 4,3 %. Saviez-vous ça qu'il y a 95 millions d'Américains qui sont en état de travailler, qui ne travaillent pas? Ouais. Le taux de chômage n'est pas de 4,3 %. Il est à 20, 25. C'est des mensonges, c'était des trucs pour tromper les gens. Alors, c'est ça. Si jamais, pour en finir avec les taux d'intérêt, si jamais les taux d'intérêt partaient de 5 % montaient à 20 %, tout saute.
Ça ne peut pas faire autrement. L'immobilier, tout ça, plus personne n'est capable de payer, sauf bien sûr ceux qui ont des valeurs solides, payées, pas de dette, c'est-à-dire de l'immobilier, des terrains, de l'or, des terres rares, etc. Voltaire disait, toute monnaie en papier, toutes les promesses, les monnaies fiat, etc., leur destin, c'est de retomber à zéro tôt ou tard. Alors, l'argent fiat, c'est très, très, très dangereux. En tout cas, pour finir avec tout ça, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut garder, ça c'est le conseil économique, gardez votre argent loin des mains des fraudeurs, des gouvernements et des banques. Parce que tous ces gens-là vont vous frauder. Les crypto-monnaies, entre autres, c'est très dangereux. Il y a eu le cas là, le gars là, qui a volé le Bankman-Fried. Ouais. Volé carrément. Les gens ont perdu des centaines de millions de dollars. Ils s'amusaient, ils jouaient à l'ordinateur, ils volaient. Bon, je veux dire, c'est n'importe quoi. Alors, il faut sortir là, il faut faire attention aux crypto-monnaies. Peut-être on peut faire confiance à Bitcoin, mais les autres crypto-monnaies, c'est très, très dangereux. Il faut payer vos dettes pour passer à travers ceux qui vont bien s'en sortir, parce qu'il y en a qui s'en sortent toujours très, très bien dans les crises. Comment ce qui s'appelle? Charlie Chaplin, il avait tout vendu ses actions avant le crash. Il a bien vécu le reste de ses jours. Mais il faut payer ses dettes. Il ne faut pas faire de dettes, sauf si c'est des dettes qui rapportent plus que ce que coûtent les dettes, etc. C'est ça qu'il faut faire. Essentiellement, c'est ça. Si on veut se protéger, il faut faire un mouvement anticyclique, c'est-à-dire faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Puis ça, c'est très difficile à faire parce que tout le monde se lance dans une direction, puis vous décidez d'aller dans l'autre direction. Puis tout le monde vous dit, ben, tu perds de l'argent, tu perds de l'argent. Moi, je dis à tout le monde, ça fait longtemps, je dis, sortez de la bourse, enlevez-vous de là. C'est un truc de valeur. 80, les vrais chiffres à long terme, 97% des gens perdent à la bourse. À peu près 2% arrivent kiff-kiff, et 1% fait beaucoup d'argent. Warren Buffett et compagnie qui ont des informations privilégiées. Bon, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Moi, une chose que j'aimerais qu'on refasse un peu dans les jours qui viennent, c'est une vidéo sur la Chine où les gens n'en parlent pas du tout. Il y a une vraie catastrophe qui est en train de se produire en Chine, un effondrement économique qui pourrait facilement déclencher une crise mondiale. Actuellement, sur la planète, je finis avec ça, il y a deux phénomènes importants dont personne ne parle, presque personne ne parle. Le premier, c'est celui dont je veux parler, la Chine, c'est l'usine du monde qui est en train d'exploser de multiples façons. Et la deuxième, c'est un phénomène dont personne ne parle. Il parle de surpopulation, c'est pas de ça dont il est question. On parle d'un effondrement de la population mondiale. Et ça, c'est partout, y compris en Afrique noire. En Afrique noire, ils font encore beaucoup d'enfants, mais le taux est en train de tomber. Puis comme ils ont tous accès à l'Internet de nos jours, ça va se produire à l'échelle du monde. On ne sait pas comment faire fonctionner une économie qui passe d'une ville comme Montréal de 4 millions à 3 millions, à 2 millions, à 1 million, à 500 000. On ne sait pas faire fonctionner ça. Et ce sont des phénomènes d'une extrême importance. Et moi, ce que je suggère, c'est qu'on fasse d'abord une vidéo sur la Chine. Alors, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Merci, M. Nantel. Ça a été fort intéressant. Puis on se reparle dans les prochains jours pour une capsule sur la Chine. Merci beaucoup. Au revoir.